On va commencer. C'est la troisième session consacrée aux inégalités. Et outre que le thème sera un peu différent, puisque ça lié aux conditions de travail, il y a aussi une analyse plus approfondie sur les lieux de travail. Alors l'idée de ce cycle de conférences, puisque comme je l'ai dit, c'est la troisième, l'idée c'était au départ de remarquer qu'une série de mots-clés qui font partie, nous pensons, des enjeux actuels n'étaient pas du tout sur l'agenda communautaire. Si l'agenda communautaire parle de la pauvreté, et surtout de la pauvreté des enfants, la question de l'inégalité est relativement marginalisée. Et il nous semblait que dans ce combat pour imposer un paradigme changeant ou un nouveau narratif, il était évident que les mots comptent, et non seulement les mots comptent, mais aussi les analyses qui peuvent porter l'action. Et c'est pour ça que ce premier cycle qu'on a organisé sont sur les inégalités. Le deuxième cycle qu'on organisera un peu plus tard sera sur les changements du modèle social et écologique. Donc on fera un deuxième grand cycle. Alors on a la chance aujourd'hui, ce soir, d'avoir Philippe Askenazy parmi nous. Beaucoup d'entre vous le connaissent. On peut conseiller, je pense que c'est le dernier livre, oui, Les décennies aveugles. Ceux qui veulent lire de façon plus courte liront son interview dans Le Monde sur Chypre, si je me buse. C'est notre facette, voilà, oui. Mais qui est aussi évidemment qui est un des grands enjeux du moment lié à l'union monétaire. Alors, avant de donner la parole aux orateurs, je voudrais souligner qu'il y a là à votre disposition un manifesto qui a été écrit par des juristes académiques et qui est signé à ce jour par plus de 500 juristes, pour l'essentiel des juristes universitaires de plus de 30 pays. Et ce manifesto, traduit maintenant dans toutes les langues de l'Union européenne, souligne combien l'Union ne respecte pas ou ne respecte plus les droits fondamentaux, et notamment les normes internationales et les normes de l'Organisation internationale du travail. Alors je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça donne un signal, et c'est aussi extrêmement important parce que les gens qui ont signé ce manifesto sont des juristes académiques qui, dans leurs différents pays, et de leur position d'observateur, généralement, le juriste n'est pas souvent un acteur, d'observateur, voient non seulement en Grèce, au Portugal et en Espagne, mais aussi en Bulgarie, en Croatie, dans l'ensemble des États membres, puisqu'il y a des signataires de tous les États membres, y compris de Suède, de Finlande, de Norvège, cette dégradation des normes fondamentales, qui a aussi un lien, vu d'un point de vue juridique, je pense, avec l'exposé qui sera fait ce soir. Bon, en tout cas, merci tout d'abord de cette invitation. Donc, c'est un plaisir de venir ici et de s'adresser à un public. Très bien. Alors, le titre peut paraître un petit peu mystérieux, donc un syndrome inégalitaire et l'épuisement du travail. Ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est une forme d'interprétation de différentes crises que l'on connaît simultanément, à la fois une très forte montée des inégalités, la crise économique que l'on connaît aujourd'hui dans une grande partie du monde développé, et notamment en Europe. Et donc, je m'appuierai sur un certain nombre de données. Et puis, bon, au bout du compte, c'est plutôt une forme d'histoire que je vais essayer de vous conter. Sachant que, d'une certaine manière, chaque fois qu'il y a eu une grande crise, on est arrivé à une forme de consensus, d'analyse que plusieurs années après le démarrage de la crise, parfois plusieurs décennies, et je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit en capacité d'avoir une seule interprétation dominante
de la crise que l'on peut connaître. Donc là, je vais vous proposer une forme d'interprétation à la fois de la crise, de la montée des inégalités, centrée autour de la question du, du travail. Donc c'est la troisième conférence. De fait, je ne vais pas répéter un certain nombre de dimensions. Donc dans ces dimensions, il y a la montée des inégalités, hein, donc que ce soit de revenus et ou, selon les pays, de richesse, de capital détenu par la population. Donc ça peut être des inégalités de revenus ou plus de base, des inégalités de salaire, donc que ce soit avant ou après transfert. Donc avec Atkinson, vous avez vu déjà un portrait de cette question et puis sa complexité. Avec James Galbraith, il y a eu une concentration plus particulière sur la crise économique. Alors, ce que je veux essayer de faire, c'est à nouveau une forme de lien entre ces deux éléments, en passant par la dimension travail. Et ça sera en gros en deux étapes. La première, j'insisterai sur le fait qu'on parle beaucoup de montée des inégalités, on en oublie certaines dimensions. Et lorsqu'on est sur un lieu de travail, dans une entreprise, le salaire n'est que un paramètre, une des dimensions parmi d'autres, d'une forme globale de conditions du travailleur. À côté de cela, il y a son statut en emploi, donc le type de contrat qu'il peut avoir, et puis les conditions de travail dans toutes les acceptions que l'on peut avoir. Donc ça sera en quelque sorte un premier élément. Et puis à nouveau, donc, je vais essayer de vous raconter une forme d'histoire de ce qui pourrait être un cadre d'analyse global autour d'une forme d'épuisement du travail et qui permettrait à la fois de comprendre des mécanismes de montée des inégalités et l'émergence d'une crise économique à la fois réelle, financière et même sur les dettes publiques. Alors, donc je vais commencer par les inégalités de conditions de travail. Alors, sur ce plan-là, il y a différentes enquêtes nationales très riches. On a un avantage en Europe, donc ça sera essentiellement des données sur l'ensemble des pays européens que je vais vous donner. On a en Europe une enquête conditions de travail, donc qui est réalisée par la Fondation européenne de Dublin, qui permet quand même de suivre maintenant les pays depuis le début des années 1990, enfin, le premier panel d'une douzaine de pays européens. Maintenant, il y a les 27 pays européens. On aura en 2015 la vague suivante. Et on a l'avantage qu'un certain nombre de questions, l'enquête s'enrichit de vague en vague, et on a un certain nombre de questions qui se perpétuent d'une vague à l'autre, ce qui permet de suivre à la fois d'avoir une photo des conditions de travail en Europe, mais aussi d'avoir une forme d'évolution de ces conditions de travail. Alors je vais commencer par une photographie et insister sur le fait qu'on parle souvent des inégalités de conditions salariales, mais finalement peu des inégalités de conditions de travail. Alors, lorsqu'on regarde les inégalités de conditions de travail, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont toujours extrêmement fortes. Lorsque vous regardez quels sont les salariés qui font des ports de charges lourdes ou des salariés qui sont exposés à des produits cancérogènes, eh bien, on a toujours les cadres qui sont moins exposés et à l'autre bout de la chaîne, l'ouvrier peu qualifié ou très souvent l'employé, et de plus en plus souvent en fait l'employé peu qualifié qui est exposé à ces types de conditions de travail extrêmement dures. Alors là, je vais vous mettre juste un graphique pour illustrer cela. C'est sur un aspect plus risques psychosociaux, puisque c'est à la mode, en donnant les inégalités, donc selon le type de catégorie socio-professionnelle. Donc ça va des cadres à un bout jusqu'aux opérateurs sur machine, donc des ouvriers en général. Et vous avez, donc on a aussi la distinction par genre. Vous voyez que l'aspect genre est finalement non pas secondaire, mais ne change pas la vision de ce graphique, où très clairement, l'autonomie procédurale, alors l'autonomie procédurale, c'est est-ce que vous avez la capacité de changer l'ordre des tâches que vous devez effectuer? Est-ce que vous pouvez influer même sur le type de tâches
que vous avez à réaliser, sur le rythme également de ces tâches. Donc, une forme d'autonomie. Et on a longtemps dit, maintenant tout le monde est autonome, on demande à l'ensemble des salariés de gagner en autonomie. En fait, ça n'a pas du tout progressé. On a encore un travail qui est très prescrit sur les métiers les moins qualifiés. Et on retrouve, c'est vraiment en quelque sorte givré depuis des décennies, les cadres, tout ce qui est profession intellectuelle supérieure, qui disposent d'une grande autonomie. Alors, qui dit, donc lorsqu'on réfléchit en termes par exemple de risques psychosociaux, il y a un modèle classique qui est celui qui met en regard donc la latitude des salariés avec les contraintes que supportent les salariés, notamment les contraintes de rythme. Donc on peut montrer une autre dimension qui, elle, pour le coup, a plutôt eu tendance à marquer une dégradation des conditions de travail pour l'ensemble des salariés. Alors, cette dimension, c'est ce qu'on peut qualifier d'intensification du travail. Alors là, on a sur donc les 12 pays de la communauté européenne à l'époque en 1991, on a donc toujours cette enquête européenne de la Fondation de Dublin, mais à nouveau, les enquêtes nationales donnent exactement le même type de vision. Donc là, deux indicateurs essentiels de l'intensification du travail qui sont est-ce qu'au moins un quart du temps, on aurait les mêmes choses avec au moins la moitié du temps, vous travaillez à un rythme extrêmement rapide, ou bien vous avez des délais brefs. Et lorsque vous regardez les courbes bleu foncé, dans les deux cas, on voit très clairement qu'on a une très forte augmentation de la proportion, et on continue jusqu'au début des années 2000, et puis une certaine pause entre 2005 et 2010, qui peut en partie s'expliquer par la crise, mais aussi peut-être potentiellement par d'autres facteurs. Et qu'est-ce que donc on observe une augmentation globale du nombre de salariés qui déclarent être face à ce type de contraintes. J'aurais pu vous montrer un graphique où vous avez les salariés, la proportion de salariés qui déclarent toutes les contraintes en même temps. Et là aussi, on a un phénomène spectaculaire d'une très forte montée de personnes qui sont écrasées par un très grand nombre de contraintes. Et alors, ce que vous pouvez observer, par exemple, sur travailler à un rythme rapide, c'est qu'on n'a pas du tout une réduction des inégalités. On dit toujours il y a le problème du stress des cadres. Là, en tout cas sur cette dimension d'intensification du travail, selon les indicateurs, on a soit une forme de stabilité des inégalités selon les alors là, pour que le graphique soit visible, j'ai groupé en 4 niveaux de qualification en distinguant col bleu et col blanc. Et ce qu'on constate, c'est soit une forme de stabilité des inégalités, soit même un accroissement des inégalités en termes d'intensité du travail. Et même dans tous les cas, si on revient au graphique précédent et qu'on réfléchit dans les modèles classiques de psychologie du travail, dans ces modèles classiques où vous avez donc l'attitude et la demande, l'intensité qu'on vous demande, lorsque vous avez une très forte latitude, le fait qu'on vous demande un travail de plus en plus riche, intense, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une dégradation de vos conditions de travail. Même ça peut, en quelque sorte, améliorer votre situation. Et donc, pour les cadres, notamment, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir une intensification du travail si on dispose d'une très grande latitude. En revanche, avoir un travail extrêmement prescrit avec une très faible latitude et une augmentation de l'intensité du travail, c'est quelque chose qui vous met au contraire dans une situation polaire où augmente de manière spectaculaire les risques psychosociaux avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Toujours est-il que donc, une intensification du travail que l'on dit à la fois partagée par mettons, le dirigeant de l'entreprise jusqu'à l'ouvrier n'a pas les mêmes types de conséquences, puisque d'un côté, il y a quelqu'un qui bénéficie d'une grande autonomie, et de l'autre, celui qui a encore un travail extrêmement prescrit. Donc, au total, lorsqu'on regarde l'ensemble des dimensions que l'on peut avoir sur les conditions de travail, dans le même temps que l'on constatait une augmentation des inégalités salariales, il y avait également, au bout du compte, une augmentation des inégalités sur les conditions de travail que subissent les salariés et même les travailleurs
en général. Voilà, alors donc on se trouve face à une problématique qui, vous voyez, est à la fois une transformation sur les questions de revenus, sur des questions d'inégalité de richesse, crise économique, et puis aussi donc on a une montée des inégalités en termes de conditions de travail. Donc tout cela invite à aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, des organisations, des entreprises. Alors pour ça, eh bien, il y a une très grosse littérature dans différents champs du savoir qui se préoccupe de qu'est-ce qui se passe sur l'organisation du travail. Bon. Et si on se limite à la littérature managériale, eh bien, on va trouver un très grand nombre de terminologies qui sont largement valorisantes sur les transformations du monde du travail depuis environ 2 ou 3 décennies. Donc, on va parler, par exemple, de lean production, donc une production maigre. Alors, dans des sociétés où on met la maigreur comme un élément tout à fait valorisé, c'est un très bon terme. On parle de high performance workplace practices, donc c'est quelque chose qui fait augmenter la performance des entreprises, les salariés doivent être heureux. Donc tout cela était un horizon qui est a priori extrêmement favorable. Lorsqu'on regarde en pratique ce qu'ont été ces transformations du travail, et puis pour une large part des salariés, il s'agit avant tout d'une recherche, d'une utilisation maximale de l'humain comme facteur de production. Donc on a cherché essentiellement, à travers l'intensification du travail, et aussi d'une densification du travail. Donc la densification, c'est par exemple la suppression de tous les temps morts. Donc vous travaillez à des rythmes de plus en plus élevés, on vous supprime l'ensemble des temps morts, on recherche à faire des gains de productivité, des gains de performance de l'entreprise. Donc, à la fois sur les aspects strictement physiques, mais aussi sur des dimensions cognitives, c'est-à-dire sur les deux éléments, sur tout ce qui peut être les dimensions du travail, on cherche à extraire le plus possible des capacités humaines. Et la logique de ces transformations, de ces organisations du travail, a été celle-ci. Et lorsqu'on parle de flexibilité du travail, c'est aussi donc la flexibilité fondamentalement une idée d'essayer d'extraire au maximum de la part du travail. Donc le temps que tout cela se mette en place, on a cette question de work organization et très souvent, ce que l'on dit, c'est que finalement, ça serait par exemple une conséquence de la globalisation qui imposerait aux entreprises de changer leurs organisations du travail. On pourrait dire que c'est une forme de libéralisation, c'est aussi dû à la libéralisation sur les marchés des biens. Donc on privatise des entreprises, on casse des monopoles, tout ça oblige les entreprises à changer leurs organisations du travail. On pourrait dire que c'est lié aussi à des facteurs strictement technologiques, c'est-à-dire, par exemple, pour mettre en place une organisation flexible du travail, mettons par exemple, si vous devez faire en sorte que les horaires de travail deviennent parfaitement flexibles, eh bien, il vous faut des logiciels adaptés, il faut pouvoir surveiller les salariés, il faut que les salariés badgent. Tout cela demande certains facteurs technologiques. On pourrait aussi dire que finalement, tout ça a été possible parce que si on regarde du côté dans de nombreux pays, de la syndicalisation des salariés, elle s'est fortement baissé dans de très nombreux pays, qu'ils soient anglo-saxons ou continentaux en Europe. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de présence syndicale fait que les entreprises ont une certaine liberté pour mettre en œuvre leurs organisations du travail. Et puis, on peut rajouter... C'est bon ou... Presque. On peut rajouter des paramètres qui sont le fonctionnement du marché du travail, même les politiques de l'emploi. Donc, on a une question d'organisation du travail et tout autour, eh bien, une myriade à la fois d'éléments d'explication, de transformation qui ont lieu simultanément. Alors, bien souvent, on cherche à trouver dans l'ensemble de ce schéma, et vous le verrez plus joliment dans quelques secondes, on essaye de trouver un coupable. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer les transformations du travail, que ce soit donc à la fois l'organisation du travail ou les inégalités, par un facteur technologique,
par les syndicats, la désyndicalisation, par des libéralisations, par des questions de globalisation, transformation du marché du travail. Et très souvent, les économistes sont les premiers à essayer de distinguer les différents paramètres qui sont en jeu. Alors, mon analyse est un petit peu différente, elle est même fondamentalement différente, dans le sens que ce que je prétends, c'est que l'ensemble de ces paramètres qui se transforment de manière simultanée correspondent à un modèle global de changement d'objectifs productifs. Et qu'en gros, ce n'est pas la peine de chercher à dire c'est de la faute de la globalisation, la faute de la technologie, puisque l'ensemble de ces paramètres interagissent les uns avec les autres et l'un influe sur l'autre et inversement. Ce qui fait que c'est un peu vain, en quelque sorte, de savoir quel est le paramètre qui rentre en jeu de manière cruciale. C'est plutôt l'ensemble qui correspond à une transformation globale. Alors, évidemment, je ne vais pas aujourd'hui vous faire toutes les flèches, parce qu'on peut faire des flèches absolument partout. Tout interagit avec tout. Je vous donne juste deux, trois exemples. Un de ceux-là est sur la question des relations de travail. Alors souvent on dit que c'est désyndicalisation qui permet aux entreprises de mettre en œuvre des organisations du travail plus dures ou qui permettent souvent la présence syndicale peut jouer sur une limitation de l'éventail des salaires. Alors, ce que je dis, c'est que, effectivement, c'est vrai, mais de la même manière, l'organisation du travail, comme la technologie, change fondamentalement les relations de travail au sein des entreprises. On prend juste un exemple. Donc, le mariage technologie-organisation du travail fait que vous avez des pans entiers de nos économies où les salariés sont face à des horaires de travail donc flexibles, ce qui fait qu'un jour J, vous n'avez jamais les mêmes salariés, à une heure donnée, vous n'avez jamais les mêmes salariés qui sont présents dans l'entreprise. Ils ne font jamais une pause en quelque sorte simultanée. Si bien qu'un des phénomènes, lorsque vous voulez créer par exemple une cellule syndicale dans une entreprise, eh bien, vous n'êtes pas en capacité de réunir les salariés. Ils ne sont jamais en même temps dans la même pause. Vous allez croiser un collègue un jour, le lendemain, à la même pause que vous, ça va être potentiellement un autre collègue. Quelqu'un qui, de toute manière, une part d'entre eux vont être en contrat précaire et n'ont pas vocation à s'engager sur une lutte syndicale au niveau de l'entreprise, si bien que l'organisation du travail, comme la technologie, mariée à la technologie, change fondamentalement la donne des relations de travail au niveau de l'entreprise et la capacité de se mobiliser collectivement, en tout cas pour ce que l'on voyait comme des noyaux naturels du salariat en capacité de s'organiser. Et lorsqu'on regarde dans le détail, lorsqu'on va sur le terrain, on s'aperçoit que des entreprises elles-mêmes conçoivent l'organisation du travail pour un des objectifs est aussi d'empêcher la capacité des salariés de s'organiser entre eux. Donc j'ai vu par exemple, donc ça c'est un cas français, hein, dans des hypermarchés français, où volontairement le logiciel, lorsque vous avez une ligne de caissière, le logiciel fait en sorte que deux caissières ne se retrouvent jamais côte à côte et qu'elles n'aient jamais la capacité de discuter entre elles. Officiellement, c'est pour éviter justement de perdre en termes de performance, mais officieusement, lorsqu'on demande au directeur du magasin, il dit au moins on est sûr qu'elles ne vont pas parler de leurs conditions de travail, par exemple. Donc, c'est un exemple de flèche. On peut en développer donc des quantités. Je ne sais pas si c'est besoin que j'aille nécessairement plus loin, mais par exemple, tout ce qui est politique de l'emploi, les politiques de l'emploi ont cherché à répondre dans la plupart des pays, au nom de la création d'emplois, aux transformations des entreprises. Et donc, comme on disait, la performance, c'est la flexibilité, eh bien, il fallait un marché du travail qui soit de plus en plus flexible. Mais bien évidemment, avec un marché du travail où on affaiblit le contrat de travail, où on permet le développement de contrats précaires,
Et ça a une conséquence essentielle sur l'organisation du travail dans les entreprises. Donc, on a un modèle productif global où tout cela est en interaction et qui correspond, je pense, à une logique globale. Et cette logique globale était d'asseoir la création de richesses, l'extraction de rente sur de nouvelles capacités d'augmenter l'usage du facteur travail dans les entreprises. Alors, évidemment, lorsqu'on a un modèle qui est donc cherché à augmenter l'usage d'un facteur de production, eh bien, à partir d'un moment, et donc là je commence à rentrer en quelque sorte dans mon histoire, à partir d'un moment, cette croissance qui est basée sur un usage plus intensif d'un facteur de production, eh bien, arrive à saturation. Et on ne peut pas créer une croissance infinie, en tout cas un surcroît de croissance infinie à partir de ce mode de production. Alors, je vous mets là juste donc, des chiffres qui sont c'est la productivité horaire du travail, selon les chiffres de l'OCDE. C'est la croissance annuelle moyenne sur 4 ans, donc c'est des années 96 jusqu'à 99, ça fait 4 années, jusqu'au bloc 2008-2011. Et j'ai pris les États-Unis et puis les principaux, les plus grosses économies européennes, donc Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, vous constatez que, le modèle productif est arrivé véritablement à maturité au tournant des années 2000. Ce qu'on observe dans les entreprises, la mise en place donc, de ces nouvelles pratiques de travail, eh bien, c'est largement développé dans les années 1990 et a eu plutôt tendance à se ralentir par effet de maturité au début des années 2000. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate, par exemple, on va regarder le premier bloc de pays, où on met États-Unis, Grande-Bretagne, aussi France, comme Allemagne, on voit des gains de productivité annuels qui sont tout à fait significatifs du milieu des années 1990 jusqu'à en quelque sorte une année 2003. Vous voyez, je ne me place pas en 2008, au moment de la crise même. Je vais jusqu'en 2003 et avec donc un pic qui est vrai donc, pour ces 4 pays et qui est très net pour États-Unis, Grande-Bretagne comme France, avec une accélération des gains de productivité sur la toute première partie des années 2000, au moment de la maturité du développement de ces pratiques de travail. Alors ce que vous observez, c'est qu'avant même la crise, donc sur les années 2004, 2005, 2006, 2007, eh bien on constate, hormis singulièrement l'Allemagne, on pourra y revenir, sur le bloc de ces 4 pays, un effondrement des gains de productivité qui reviennent en deçà des niveaux de la deuxième moitié des années 1990. Et dans le cas américain, vous voyez, c'est quasiment une division par 2 des gains de productivité annuels entre le tout début des années 2000 et puis les années 2004, 2007. Donc 4 ans avant le début de la crise que l'on connaît aujourd'hui, qui est né en 2008, eh bien, il se passe quelque chose sur l'économie réelle. C'est ça que je veux, en quelque sorte, mettre en avant. Alors, si vous regardez 2 autres pays qui sont l'Italie et l'Espagne, vous voyez que eux... alors, si on tient compte des effets, sur le cas de l'Espagne, il y a eu une très forte réduction du chômage, puis une très forte augmentation du chômage. Donc, si on tient compte d'un effet de composition de la main-d'œuvre, on peut dire qu'en quelque sorte, la situation est plate sur l'ensemble de la période, avec des gains, là, dans ces 2 pays, des gains de productivité qui sont extrêmement faibles et qui correspondent à un modèle où on a intensification, densification du travail, mais en même temps un choix d'une non-qualité du travail. C'est-à-dire ces 2 pays en Europe sont ceux qui investissent par exemple le moins en termes de formation professionnelle. Donc on extrait de plus en plus du travail, mais sur un travail qui est d'une certaine manière de moins en moins qualifié, ce qui fait qu'on ne voit même pas d'éléments de gain de productivité, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des rentes en capacité d'extraire du travail. Donc en gros, les 4 premiers pays sont sur ce qu'on peut qualifier de frontière technologique, les 2 autres sont plus éloignés de la frontière technologique.
Donc, à nouveau, une rupture des gains de productivité qui sont visibles avant même la crise que l'on connaît aujourd'hui. Et je reviendrai sur le fait que lorsque vous regardez depuis 2008, eh bien, les États-Unis, on dit souvent que la productivité américaine a très fortement progressé, etc. Non, elle est largement supérieure à celle que l'on connaît en Europe, mais elle n'a pas réaccéléré par rapport aux 4 années d'avant-crise. Vous comprenez la mécanique? Donc, voilà. Mon interprétation, c'est que finalement, on a fait une stratégie productive qui atteint à un moment sa saturation. Et cette saturation s'observe avant même la crise de 2008. Alors, il y a d'autres éléments qui permettent de voir qu'il y a une saturation du travail. Alors, c'est potentiellement, on passe d'une situation d'intensification du travail à une forme d'épuisement, d'usure du travail et des travailleurs. Alors l'enquête, on revient sur l'enquête conditions de travail européenne, cette fois-ci sur les 27 pays européens, il y a quand même des éléments très inquiétants. Je vais vous montrer là le pourcentage de salariés qui ont entre 50 et 54 ans. Ce n'est pas une personne qui aujourd'hui se projette à l'âge de 60 ans. C'est quelqu'un qui a 50 ans et qui se projette, est-ce que je suis en capacité de continuer mon travail encore 10 ans? Eh bien, vous avez là aussi de très fortes inégalités selon le type de profession que vous occupez. Mais si vous regardez sur des métiers donc peu qualifiés, que ce soit des métiers de service comme des métiers manuels, vous avez entre 40 et 50% des salariés qui ne se sentent pas en capacité de poursuivre encore 10 ans dans leur métier. Et on retrouve la même chose pour les niveaux intermédiaires de qualification des salariés manuels. Donc là, on a un problème même de soutenabilité de ce modèle. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un travail qui n'est pas jugé soutenable par des salariés qui ont 50 ans et qu'on construit un modèle notamment européen où il faut travailler de plus en plus longtemps? D'autres éléments sont assez inquiétants. Vous avez par exemple l'espérance de vie à 50 ans. Donc je regarde toujours cet âge de 50 ans. On a des données européennes, là aussi, c'est d'autres enquêtes qui permettent de recréer ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé ou sans limitation versus l'espérance de vie classique. Et alors là, qu'est-ce que l'on observe sur l'Europe des 15 ? J'ai regardé, alors malheureusement ces données commencent à partir de 2005, mais j'ai regardé une période assez brève, donc 2005-2010. C'est une période où on a l'espérance de vie qui continue à augmenter en Europe. En soi, ça c'est une très bonne nouvelle. Mais si vous vous concentrez sur l'espérance, lorsque vous essayez de la décomposer en espérance de vie, en bonne santé, sans limitation, et en espérance de vie en limitation, eh bien, ce que l'on s'aperçoit, et c'est vrai pour la plupart des pays, c'est que l'on a une stagnation, voire un reflux de l'espérance de vie en bonne santé, et que le seul élément qui continue à progresser, c'est une progression de l'espérance de vie avec une limitation. Et lorsque vous essayez de réfléchir des personnes qui ont 50 ans et que votre espérance de vie en bonne santé est de l'ordre de 18 ans, et qu'il y a des pays qui prétendent mettre un âge de départ à la retraite à 68 ans, ça signifie que votre espérance de retraite sans limitation physique est nulle. Bon, donc c'est quand même quelque chose, ça, qui interroge. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase désormais où on est passé donc d'une simple intensification à, vous voyez, on maintient l'intensification sur vous avez un métier très intense, sur 1, 2, 3 ans, c'est supportable, sur 10, 20 ans, c'est quelque chose qui entraîne l'usure et qui pose un problème de soutenabilité globale, à la fois du travail et même plus loin, même de nos modèles sociaux, lorsque on a un travail qui peut être potentiellement de plus en plus destructeur. Donc lorsqu'on regarde des signaux très économiques comme la question de la productivité, comme des signaux plus sur le domaine de la santé, on a l'impression d'un modèle productif qui est lui-même à bout de souffle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça peut introduire, un modèle productif qui est à bout de souffle? Eh bien, ça permet de réinterpréter non pas la crise économique ou la montée des inégalités comme
les maladies dont souffrent nos économies, mais plutôt comme un ensemble de symptômes de ce que serait cette maladie du travail. C'est pour ça que je parle d'un syndrome inégalitaire, syndrome n'étant qu'une liste en quelque sorte de symptômes. Alors je vais vous donner quelques exemples lorsqu'on prend cette ligne de réflexion. C'est que fondamentalement, ces modèles donc productifs, je l'ai déjà dit, ont tendance à affaiblir les salariés, la plupart des salariés, sur leur lieu de travail, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc, on est en capacité d'extraire des rentes du travail plus importantes. Ces rentes du travail font qu'il y a stagnation des revenus les plus bas, et en même temps, on est en capacité, lorsqu'on a des rentes, d'en faire quelque chose. Alors là, les rentes sont capturées par les acteurs qui sont en capacité de capturer ces rentes. Et vous avez d'un côté, tout simplement le capital, qui est en capacité de gagner plus en termes de rente. Et ce qu'on observe, c'est que dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays, vous avez par exemple la part qui revient au capital ajouté, qui a eu tendance à progresser. Et comme il y a une très forte concentration de la détention des entreprises, ça se traduit aussi par des inégalités en termes de revenus, ceux qui touchent les dividendes et ceux qui ne les touchent pas. Donc ça participe aux inégalités globales de revenus et ça participe aux inégalités en termes de richesse, de détention de capital. Mais vous avez aussi certains acteurs, travailleurs, qui sont en capacité de capturer ces rentes. Donc on parle souvent du cas de la finance, et effectivement, les acteurs de la finance sont en capacité de capturer ces rentes-là. Et si vous réfléchissez même en termes de travail, si on oppose le cas de mon hypermarché, où les salariés ne se rencontrent plus, ne sont plus en capacité de s'organiser, et que vous allez au contraire vous promener dans un temple de la finance, mettons à la City de Londres, et bien là vous constatez que les salariés de la finance ont des horaires qui sont, eux, au contraire, relativement stables. Ces personnes-là se retrouvent à midi de différentes entreprises, discutent entre eux, à la fin se retrouvent au pub entre eux à discuter. Et il y a une forme, non pas, ça ne passe pas à travers une syndicalisation ou autre, mais il y a une forme d'organisation collective, un corps commun qui se crée. Et eux, ils sont en capacité, d'une certaine manière, l'image des ouvriers dans l'usine qui étaient en capacité de s'organiser face au capital, et bien là, vous avez une profession qui est en capacité, elle, de s'organiser pour capturer une partie des rentes. C'est pour cela que ce n'est pas nécessairement pertinent de regarder travail versus capital lorsqu'on regarde le partage des richesses, parce que en fait, il faudrait additionner capital plus ceux au sein du monde du travail qui sont en capacité de capturer les rentes. Et là, on voit très très clairement que vous avez ceux qui ne sont plus en capacité duquel on extrait des rentes versus tous les autres qui sont en capacité de capturer les rentes extraites de ce modèle productif. Donc tout cela donne un schéma explicatif d'une montée sur toutes ces dimensions des inégalités en termes de richesse, de revenus du travail et de revenus global. Alors, lorsque on essaye de tirer la pelote des explications, lorsqu'on a de très fortes inégalités en termes de capital et de richesse, bien évidemment, vous avez donc de plus en plus d'investisseurs qui cherchent à trouver là où ils peuvent avoir les rendements les plus importants. Et on peut dire, dans les années 90, vous aviez un modèle productif qui générait des gains de productivité, donc ça valait le coup d'investir dans ces segments. Lorsque vous retrouvez dans une économie réelle qui n'est plus en capacité de générer des gains de productivité, eh bien, vous êtes tenté de chercher d'autres types de sources de profit. Et lorsque vous regardez le boom de la finance, et notamment des subprimes aux États-Unis, eh bien, c'est à partir de 2004, c'est quelques années avant la crise. Ce n'est pas quelque chose qui est né en 2000 ou au milieu des années 90. Il y avait ces outils financiers, mais ils ont véritablement explosé en termes de demande même de ceux qui détentaient du capital et qui voulaient investir quelque part, à partir de 2004. Et on retrouve cette simultanéité, une forme de simultanéité entre le moment où se créent ces bulles, ce vrai boom des outils financiers risqués, et le moment où l'économie réelle ne donnait plus des promesses aussi extraordinaires que ce qu'elle avait pu donner dans les années 90 et au tout début des années 2000.
Et on a un phénomène en quelque sorte retour, c'est que tout cela se traduit par une efficience de l'allocation des investissements, un moindre investissement dans l'économie réelle, et donc là aussi, c'est quelque chose qui pèse sur la capacité à générer des gains de productivité, et donc, in fine, de la croissance économique. Et alors, qui dit incapacité de créer de la croissance économique, lorsque on est dans si on anticipe, voilà, on constate l'Espagne, l'Italie a des gains de productivité nuls. Eh bien, aujourd'hui, on a le reste aussi de l'Europe qui a des gains de productivité qui sont nuls. Eh bien, ça donne une perspective de croissance structurellement faible dans le futur. Or, tous les modèles de protection sociale européens, comme les dettes des États européens, ne sont véritablement soutenables que si on a une forme de poursuite de la croissance économique. Et donc on peut aussi réinterpréter le fait qu'il y ait eu ces attaques à la fois sur l'Espagne, sur l'Italie, en fait tous les pays où on avait déjà constaté depuis longtemps qu'il y avait une incapacité à générer une croissance économique riche en termes de productivité. Si vous revenez à mon graphique précédent, l'Allemagne est un des pays qui a le moins souffert avant la crise d'un ralentissement de la productivité. Et c'est peut-être aussi pour cela que c'est celui sur lequel il n'y a pas du tout d'attaque, où on a le triple A qui est maintenu, etc. Il y a anticipation d'une économie qui est en capacité de créer de la richesse sur le long terme, ce qui serait moins vrai pour la France. Si je vous remonte ici, c'est plus inquiétant sur la France ou même la Grande-Bretagne. Donc ces deux pays qui ont perdu, en gros, les trois premiers pays là ont perdu leur triple A, sont trois pays où il y a eu une rupture claire avant même la crise de leur capacité de créer, de générer des gains de productivité. Donc vous voyez, on peut, à travers cette crise forme de saturation d'un modèle productif, arriver à expliquer les différents symptômes que l'on constate aujourd'hui, augmentation des inégalités, explosion de la finance, et en même temps la problématique des dettes souveraines en Europe. Alors, je vais conclure rapidement là sur, lorsqu'on essaye de regarder la réponse européenne aujourd'hui à cette situation. Alors, je vais être extrêmement sévère, mais ça c'est pour maintenir la discussion. C'est vous avez une réponse qui, en gros, se traduit par on fait de l'austérité. Donc, au lieu d'analyser, on a un problème de croissance, c'est cela qui explique le problème sur les dettes souveraines. On dit on dépense trop. Donc il faut faire de l'austérité, c'est ça qui permettra de remettre une forme de confiance sur les économies européennes. Donc on fait de l'austérité, et évidemment, lorsqu'on fait de l'austérité, ça se traduit par une situation de demande à tonnes sur l'ensemble du continent européen. Or, c'est quelque chose qui, fondamentalement, n'ouvre aucune perspective aux entreprises. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire, je vais faire investir, essayer véritablement d'innover, de mettre en œuvre même une autre manière de penser le travail, puisque je n'ai aucune perspective devant moi. Et dans le même temps, on a, donc vous voyez, une très forte austérité, et de l'autre côté, on a une politique qu'on peut qualifier de monétaire qui est extrêmement lâche, et lâche au sens souple, et on donne donc des quantités très importantes pour fluidifier les marchés financiers, et ça se traduit très probablement par une situation où on n'a pas d'effet de nettoyage des récessions. Une récession, les entreprises les moins performantes disparaissent parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir des crédits ou des soutiens bancaires. Là, il y a une abondance de liquidités, ce qui fait que, par exemple, en Grande-Bretagne, on parle de zombie firms, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se maintiennent alors qu'elles sont très mauvaises. Elles arrivent à se maintenir du fait de cette abondance de liquidités qui sont en présence. Donc, rien ne vous pousse à innover, à essayer de gagner vers de nouveaux segments. De notre côté, on n'a rien qui pousse à détruire des acteurs moins performants. Tout cela peut permettre d'expliquer, vous voyez, d'un côté, on a un modèle productif qui est arrivé à maturité, donc un moteur qui est mort, et d'un autre côté, on fait tout pour avoir une sorte d'économie gelée. Et donc, ça se traduit par une situation, donc je vous remets donc donc la barre rouge
c'est ce que vous avez déjà vu, donc des États-Unis où il y a un certain gain de productivité, et puis les grandes économies européennes, que ce soit zone euro ou hors zone euro, Grande-Bretagne, France, Allemagne, comme Italie, où il y a des gains de productivité très très faibles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est si vous comparez la récession actuelle avec une récession moins profonde, mais bon, disons la précédente récession que l'on a pu connaître au début des années 90, donc pour Grande-Bretagne, États-Unis, c'est plutôt les années 90-93, pour France, enfin pour disons des pays aujourd'hui en euros, c'était la période 92-95. Et donc là, j'ai juste comparé les gains de productivité lors de la précédente récession et celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors vous voyez, pour les États-Unis, finalement, il y a une situation je qualifierais de normale, c'est-à-dire que ce que l'on connaît aujourd'hui, un niveau de gain de productivité médiocre mais pas nul, correspond tout à fait à ce que l'on avait pu observer pendant la précédente récession américaine. Donc les États-Unis sont totalement en ligne par rapport à leur situation de récession. On aurait pu remonter sur des récessions précédentes, on obtient toujours ce même type de chiffres. Et en revanche, sur les pays européens, eh bien, les récessions précédentes s'étaient vraiment traduites par un effet de nettoyage avec des gains de productivité, un effet de sélection. On gardait les entreprises les plus productives. Ce n'est pas ce que l'on voit dans la crise d'aujourd'hui. Donc il y a une très grande différentielle. Et même l'Espagne, où on dit qu'il y a de forts gains de productivité en Espagne, lorsqu'on compare par rapport à la crise de 92-95, on est très très loin du niveau de gain de productivité du travail qui avait été obtenu lors de cette période. Donc on a vraiment un phénomène très net. Et même si on va sur des plus petites économies européennes ou les économies scandinaves, vous avez le même graphique. En fait, les économies scandinaves sont à zéro en termes de gain de productivité en moyenne depuis 2008, alors qu'ils avaient connu pendant les précédentes récessions des effets très nets, très importants. Alors, sur le court terme, vous voyez, le fait d'avoir une économie complètement givrée, il n'y a pas de croissance économique, pas de gain de productivité, eh bien, ça peut être une forme de bonne nouvelle. Et paradoxalement, même si on a eu une très forte augmentation du chômage, le chômage a finalement peu progressé en Europe. Vu la profondeur de la crise, vous prenez un pays comme la Grande-Bretagne, cette crise est plus profonde que celle de 1929, que celle des années 30. À bout, en 1934, l'économie britannique était passée au-dessus de son niveau de 1929. Aujourd'hui, on est en 2013, on reste en deçà du niveau de production de 2008. Donc, on a une crise qui est très profonde et pourtant, on a un niveau de chômage qui est finalement relativement contenu. Vous voyez, vous avez des entreprises qui sont une économie qui est givrée, les entreprises qui ne savent pas où aller d'une certaine manière. Ne savent pas vers quelle perspective aller, où va être la croissance de demain ou autre. Donc, elles ont tendance à relativement conserver leurs salariés qui sont sur des contrats stables, mais à ne pas embaucher. Donc, il y a des victimes centrales qui sont clairement les jeunes, la génération qui depuis 2008, cherche à rentrer sur le marché du travail et qui se trouve sur un monde du travail qui est en partie givré. Donc, en soi, c'est plutôt une forme, ça peut être vu sur le court terme comme une bonne nouvelle. De la même manière, c'est sur le court terme, le fait même que les entreprises ont plutôt tendance à conserver leurs salariés font que, même si vous avez une augmentation du taux de chômage des seniors, vous avez aussi une très forte augmentation partout, même dans un pays comme l'Espagne, du taux de chômage, du taux d'emploi des seniors. C'est-à-dire les seniors, leur taux d'emploi augmente en même temps que leur taux de chômage. Donc vous avez une récession, une augmentation du chômage et le taux d'emploi des seniors qui, lui, augmente. Et donc, paradoxalement, avec un taux d'emploi des seniors qui augmente, on peut dire, ben voilà, les réformes structurelles qui ont été mises en place dans les pays européens depuis le début des années 2000 et même pour certains dans les années 1990, qui étaient de repousser l'âge de la retraite, sont en train de marcher. Ça marche. Malgré la crise économique, on voit le taux d'emploi des seniors qui augmente, donc ça marche. Bien. Alors, je parle de succès apparent parce que je ne suis pas convaincu que dans une situation où on aurait une économie qui ne serait pas givrée comme celle que l'on connaît aujourd'hui, on n'ait pas des licenciements massifs de seniors pour prendre des juniors sur de nouveaux segments économiques où on aurait besoin de compétences différentes de celles que l'on a aujourd'hui. Donc,
à nouveau une économie qui est en soi givrée. Et alors, de manière assez paradoxale, lorsque on a une situation où le chômage n'explose pas autant que ce qu'il devrait exploser, et que vous avez des signaux qui sont telle réforme structurelle fonctionne bien, eh bien, ça donne à la fois une certaine soutenabilité politique à la situation que l'on connaît aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas une explosion sociale parce qu'il nous manque 5 millions de chômeurs aujourd'hui en Europe. Voilà, on devrait avoir 5 millions de chômeurs de plus. Avec 5 millions de chômeurs de plus, probablement, on aurait une explosion sociale et potentiellement une autre Europe qui se dessinerait. Et on n'aurait pas les mêmes discours qu'il faut absolument des réformes structurelles si on voyait, par exemple, le taux d'emploi des seniors qui s'effondrait malgré des réformes des retraites dures dans différents pays. Et donc, assez paradoxalement, cette situation d'Europe givrée, eh bien, ne fait que renforcer une dynamique qui est de givrer l'Europe à travers toujours plus d'austérité, toujours plus de réformes structurelles. Alors, je mets quand même un certain point d'interrogation, mais on a quelque chose d'assez paradoxal où finalement, en bouclant à la fois la situation sociale, la situation politique, fait qu'on a une Europe qui est incapable, je pense, aujourd'hui de voir qu'elle est face à un mur, et ce mur, c'est qu'elle a un modèle productif qui est arrivé à bout de souffle et que sa politique ne fait que renforcer ce à bout de souffle de ce modèle productif en notamment sacrifiant une génération qui devrait être en fait celle qui porterait le futur modèle productif. Si aujourd'hui on a une génération que l'on avait portée à un certain niveau de qualification, qui, se retrouvant dans la précarité, le chômage, est très fortement déqualifiée, on ne pourra certainement pas sortir d'une situation où on a plutôt une descente aux enfers du modèle productif européen. Alors, lorsqu'on compare par rapport à une forme de réponse américaine, la forme de réponse américaine, plutôt il y a une austérité, mais bien moins présente. L'idée, c'est plutôt, en quelque sorte, on attend, on est en crise, on attend de trouver le futur modèle productif. Et lorsque vous regardez un petit peu la politique qui avait été menée aux États-Unis à la fin des années 70 et pendant les années 1980, avant ce qu'on appelle la nouvelle économie, vous pouvez tout à fait réinterpréter le reaganisme comme une forme d'attente de l'économie américaine. Il y avait des déficits publics abyssaux à cette époque-là. On attendait de retrouver un moteur pour la croissance américaine. Bon, donc, ce que je veux donner comme message, et je vais conclure sur une slide qui se met tout seul totalement tranquillement, c'est que si on a au cœur de la problématique de la crise aujourd'hui en Europe une question autour du travail, eh bien, il faut se poser cette question du travail. Or, paradoxalement, aujourd'hui, vous avez des négociations qui portent sur, dans différents pays, on va faire des négociations sur la compétitivité de l'économie, sur le coût du travail, mais il n'y a pas de lien avec la question du travail en lui-même, de l'organisation du travail, de comment on produit, vers où on veut aller en termes de mode de production. On dit simplement on a un modèle productif, même s'il est périmé, c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte de le pérenniser le plus longtemps possible. Et ce qui est vrai au niveau des différents pays est vrai aussi au niveau européen. Là, il va y avoir des négociations, je ne sais pas ce que ça va donner, sur un agenda, vous en savez certainement plus que moi, sur un agenda 2020, sur les questions de conditions de travail, et de santé, sécurité au travail. Mais à aucun moment, on essaye de lier cette question-là avec la crise économique que l'on connaît aujourd'hui. Donc tout cela, en fait, quand même invite à lier toutes les questions et à réfléchir, puisqu'on aurait un modèle productif à bout de souffle, de réfléchir à l'émergence d'un nouveau modèle productif. Et au lieu d'avoir une forme de siphonnage où on va toujours, en quelque sorte, vers le moins-disant, vers un travail, en quelque sorte, pour la plupart des travailleurs, déqualifiant, avec des rémunérations de plus en plus basses, on peut essayer de chercher d'avoir une logique totalement différente, une logique de croissance qui serait, elle, basée sur une qualité du travail dans toutes ses dimensions, que ce soit la qualité pour le travailleur de son travail et du travail qu'il effectue, du service qu'il peut offrir ou des biens qu'il peut offrir à la société. Ça peut être
une nouvelle réflexion que l'on peut ouvrir sur un modèle productif. Alors c'est juste un exemple, mais pour dire, il faut aujourd'hui se poser, je pense, la question de comment on produit ce que l'on veut produire et qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme perspective pour un horizon de 10 à 20 ans pour notre continent européen. Et je pense abandonner une vision qui est à nouveau largement de court terme, de arrêter de se satisfaire d'un court terme qui, à un moment ou à un autre, va certainement exploser. Voilà. J'ai bien peur qu'on attende dans 2-3 ans, on se rendra compte qu'on s'était trompé de diagnostic, on changera de politique, mais on aura encore perdu 2-3 ans de situation de chômage, de dégradation de la situation des jeunes, d'appauvrissement de la population européenne. Ça ne sert à rien d'attendre. On a déjà peut-être attendu trop longtemps, d'attendre encore trop longtemps. Donc c'est plutôt une sorte aussi d'appel au secours que je fais ici à Bruxelles. Mais, à nouveau, c'est une interprétation qui, je pense, tient la route, mais il y a aussi d'autres schémas explicatifs de toutes les crises que l'on connaît aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut faire un choix définitif d'un élément explicatif pour essayer de rebondir. Merci. En tout cas, merci personne de m'avoir bloqué.